Le 21 juillet 2012, suite à un interrogatoire, les gendarmes de la ville de Fetter House se rendent dans le jardin d'un ancien gendarme. Ils ne se doutent pas qu'ils vont y découvrir un corps, celui d'Ismaël Abdelkader, disparu depuis le 6 mai 2006. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Pour notre toute première histoire glaçante, nous allons parler d'un jeune homme qui a disparu le 6 mai 2006 et qui n'a été retrouvé que 6 ans plus tard, enterré dans le jardin d'un ancien gendarme. Cette histoire se déroule en France, dans le Grand Est et plus particulièrement dans la ville de Fetter House. Ismaël Abdelkader est un jeune homme de 26 ans vivant à Morhange au moment des faits. Il est l'aîné de sa famille et est décrit comme travailleur, aimant et investi dans sa famille. Sa famille précisera qu'il n'a jamais eu de démêlé avec la justice et qu'il a un casier judiciaire vierge, ce qui est un détail important quand on connaît la suite de l'affaire. Le samedi 6 mai 2006, Ismaël annonce à sa famille qu'il part fêter un anniversaire à Strasbourg et qu'il rentrera le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 7 mai. Le dimanche venu, le retour d'Ismaël se fait attendre, donc sa famille décide de l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Au bout du fil, un homme répond. Il explique à la famille que Ismaël dort et qu'il les rappellerait donc à son réveil. Le lendemain, le lundi 8 mai, n'ayant toujours pas de nouvelles, la famille décide de rappeler sur le téléphone d'Ismaël, mais encore une fois, le même homme répond. Cette fois, il leur explique que Ismaël est à la douche et qu'il les rappellerait plus tard. Les heures vont passer et la famille inquiète va rappeler plusieurs fois sur ce téléphone qui, pour toujours, tombera sur messagerie. Quelques jours plus tard, la famille décide donc de se rendre à la gendarmerie pour signaler la disparition d'Ismaël. Les gendarmes présents à ce moment-là répondront à la famille que Ismaël est majeur et que s'il veut disparaître, il en a la possibilité. Ismaël ne revenant pas, la famille va plusieurs fois aller à la gendarmerie pour tenter de signaler sa disparition, mais à chaque fois, les gendarmes leur répondront avec mépris des phrases du style « Nous ne pouvons pas lire dans une boule de cristal, nous ne lisons pas l'avenir ». Suite à ce refus d'aide de la part des gendarmes, la famille décida de signaler eux-mêmes la disparition à la préfecture et de mener des recherches par ses propres moyens. Sur demande de la famille, un gendarme prendra enfin l'affaire au sérieux et ira à Strasbourg pour suivre plusieurs pistes qui ne donneront rien. La famille restera sans nouvelles d'Ismaël pendant 6 ans durant lesquels ils continueront de mener des recherches qui ne donneront rien. Le 26 juillet 2012, alors qu'un homme est interrogé pour cambriolage, il demande aux gendarmes une sorte de réduction de peine, la liberté contre une information. Cette information, c'est l'endroit où serait enterré un cadavre. Il dit qu'un homme de Fetter House s'est vanté il y a plusieurs années d'avoir enterré un cadavre dans le jardin de son grand-père. Une équipe est alors envoyée sur les lieux indiqués par le jeune homme, où les gendarmes vont retrouver enterré un squelette portant seulement un jean qui contient dans la poche arrière une carte vitale, celle de Ismaël Abdelkader, disparu depuis maintenant plus de 6 ans. Dès le lendemain de cette découverte, les journaux vont publier des articles. Et c'est comme ça qu'un proche de la famille qui tombera sur l'article avertira la famille d'Ismaël, les gendarmes ne l'ayant pas fait plus tôt. La famille, quand ils apprennent qu'un squelette a été découvert à Fetter House, fait directement le lien et appelle la gendarmerie de la ville. Et lorsque la sœur Myriam Abdelkader va leur dire que son frère Ismaël a disparu dans les alentours de Strasbourg en 2006, les gendarmes vont lui dire que oui, effectivement, ils ont trouvé une carte vitale à ce nom sur le squelette. On est à ce moment-là, le 8 août 2012, et le corps avait été retrouvé le 26 juillet. On peut même se demander si Myriam, la sœur d'Ismaël, n'avait pas appelé la gendarmerie, si ce proche de la famille n'avait pas vu au journal la découverte de ce squelette, est-ce qu'un jour la famille aurait été mise au courant de cette découverte ? Ce jardin où est enterré Ismaël, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est celui d'un ancien gendarme, qui est le grand-père de notre premier suspect. Le petit-fils de cet ancien gendarme est alcoolique et toxicomane et il sera interrogé après la découverte du corps. Il expliquera avoir rencontré Ismaël qu'il prénomme Zouzou dans une gare à Strasbourg. Le petit-fils du gendarme revenait à ce moment-là de Hollande, là où il était allé se procurer de la drogue. Il raconte qu'au moment de leur rencontre, Ismaël avait de l'héroïne sur lui et qu'il lui en aurait proposé. Les deux jeunes hommes auraient alors sympathisé, au point que notre suspect, le petit-fils du gendarme, l'invite le soir même à une fête, puis à dormir dans la maison de ses grands-parents. Lors de cette fête, il raconte qu'Ismaël se serait drogué. En effet, le petit-fils lui aurait proposé de prendre de la méthadone, qui est une sorte d'héroïne. Le lendemain de cette soirée, il aurait retrouvé Ismaël
comme il le dira, la bave aux lèvres, qui semblait toujours respirer. Il décidera donc de lui mettre quelques claques pour le réveiller, mais ça ne fonctionnera pas. Après ça, il ne va pas plus s'inquiéter que ça, et il va continuer à vaquer à ses occupations, en se disant que Ismaël dort. Plus tard dans l'après-midi, il retournera voir Ismaël, et pris de panique, il décidera avec un complice de cacher le corps sous un lit pendant 10 jours. 10 jours pendant lesquels on se doute une odeur devait s'échapper du corps, parce que 10 jours, un cadavre, ça sent. Après ces 10 jours, il décidera de l'emmener dans son jardin en le traînant par les pieds avec des cordelettes. Il dira même que lorsqu'il le traînait dans les escaliers, sa tête rebondissait comme un ballon. Il va donc le traîner jusqu'au garage par les pieds, où il le mettra dans une brouette apparemment tout seul, avec ses petits muscles, pour ensuite pouvoir le déplacer dans le jardin et le cacher sous une bâche, là où il restera 10 jours. Il décidera ensuite d'appeler un complice, de recouvrir le corps d'acide pour fosse septique afin d'éliminer les odeurs de putréfaction, et avec ce fameux complice, ils enterreront le cadavre dans le jardin de son grand-père sous un tas de bois, le 27 mai 2006. Il dira aux gendarmes qu'il a jeté les vêtements d'Ismaël, qu'il a revendu son téléphone et qu'il aurait gardé ses baskets pour pouvoir les porter lui-même. On apprendra plus tard que quelques jours après les faits, la grand-mère du jeune homme aurait fait installer une clôture tout autour du jardin. Ce que je viens de vous dire, c'est ce que notre suspect numéro 1 a dit aux gendarmes lors de son interrogatoire. Mais il est important de savoir que lors de sa garde à vue, il a eu la visite de son médecin qui lui a prescrit, à cause de son alcoolisme, de la bière Météor 75 centilitres avec une prise toutes les 4 heures. Donc non, vous ne rêvez pas, le jeune homme sera interrogé pendant seulement 10 heures pendant lesquelles il sera sous l'emprise de l'alcool. Et pour ne rien arranger, dans la gendarmerie où travaillait son grand-père avant d'être à la retraite. Notre deuxième suspect est le complice, celui qui a aidé apparemment à seulement enterrer le corps. Lui, il sera interrogé seulement 2 heures, où il racontera à peu près les mêmes faits et dira que le cadavre dégageait une odeur insoutenable. Les 2 suspects seront ensuite confrontés ensemble pendant seulement 30 minutes. Et apparemment, les questions qui ont été posées pendant ces 30 minutes n'étaient pas assez rigoureuses d'après Myriam, la sœur d'Ismaël, qui a pu avoir accès à ces interrogatoires. Ils seront, après ces différents entretiens, relâchés et ils ne seront plus jamais interrogés. Il y a aussi un 3e suspect qui a été entendu et qui était là lors de la fête. Il confirmera lui aussi avoir vu le lendemain matin Ismaël la bave aux lèvres, mais décidera tout de suite de partir pour ne pas être mêlé à l'histoire. Le grand-père, lui, à qui appartient la maison, qui est donc ancien gendarme, ne sera lui jamais interrogé, étant apparemment dans l'incapacité de le faire à cause de sa santé. C'est très dommage que le grand-père, la grand-mère n'aient pas été interrogés, puisque pendant 10 jours où il était sous le lit, il devait y avoir une odeur. Quand il l'a déplacé, ça n'a inquiété personne de voir une bâche dans le jardin. Et enfin, quand il l'a enterré, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait un trou qui venait d'être fait dans le jardin. L'autopsie, quant à elle, se révèle compliquée. Le corps est resté 20 jours à l'air libre et a été enterré pendant plus de 6 ans. Il ne reste donc que les os du jeune homme qui ont été abîmés par le temps et par l'acide phosphorique. L'autopsie ne permettra donc pas de révéler si Ismaël était bien drogué lors de cette soirée et si donc c'est bien une overdose qui a causé sa mort. Cependant, lors de cette autopsie, certains os sont manquants. Il manque l'iode, qui est un os se trouvant en haut du cou et qui permettrait de montrer un potentiel signe d'étranglement. Il manque aussi le cartilage thyroïde. On retrouvera aussi avec le corps des morceaux de cordelettes qui n'ont jamais été analysés par les enquêteurs. Depuis le début de cette histoire, on a l'impression que les gendarmes ne sont pas plus investis que ça dans l'affaire. Mais pour vous montrer que cette affaire a clairement été malmenée par la justice, je vais vous dérouler les événements ayant eu lieu après la découverte du squelette et des différents interrogatoires. Pour commencer, lorsque la famille d'Ismaël apprend la découverte de son squelette, la mère d'Ismaël se rend à la gendarmerie de Morhange pour déposer plainte contre X, le petit-fils du gendarme. Et elle se voit immédiatement refuser sa plainte sous ordre de la juge d'instruction. Par la suite, la famille prendra un avocat et celui-ci leur conseillera de laisser tomber les recherches car apparemment les jeunes regretteraient leurs actes et que ça ne servait à rien de persévérer.
Peut-être qu'à ce moment-là, l'avocat avait peur d'être mêlé à une affaire où un ancien gendarme était mêlé. Lorsque les ossements sont découverts, les indices sont suffisants pour ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire comme le souhaite la famille. Cependant, le ministère public refuse de qualifier les faits ainsi et décide d'enquêter pour un recel de cadavres. Pour que vous vous rendez compte de la différence importante qu'il y a entre ces deux termes, je vais commencer par vous lire la définition d'un recel de cadavre. Donc déjà, le recel de cadavre, c'est un délit qui consiste à avoir contribué à dissimuler le cadavre d'une personne décédée. L'homicide volontaire, par contre, c'est un crime qui désigne le fait de tuer une personne de manière volontaire, intentionnelle, délibérée. Donc dès le début, on voit que l'importance accordée à l'affaire, elle est moindre, parce qu'on préfère enquêter pour un délit plutôt que pour un crime. Il faut aussi savoir que les suspects dont j'ai parlé tout à l'heure ne seront pas impliqués dans l'affaire comme suspects. Ils seront placés par la juge d'instruction sous le statut de témoin assisté et pas sous celui de mise en examen. Ça signifie que le magistrat estime qu'il n'existe pas d'indices qui montrent que les intéressés aient pu participer comme auteurs ou complices aux infractions saisies, alors qu'ils ont caché un cadavre sous un lit pendant 10 jours, puis dans un jardin pendant 10 jours, qu'ils l'ont enterré et qu'il est resté là 6 ans. Par la suite, dans une ordonnance en 2013, le juge refusera de diligenter une instruction complémentaire. Puis, en 2014, une ordonnance de non-lieu à poursuivre est rendue. C'est une ordonnance qui déclare qu'il n'est plus nécessaire de continuer les poursuites à l'encontre des individus. Cette ordonnance de non-lieu se fonde sur 2 motifs. La première, c'est que le décès par overdose est plausible au regard des témoignages concordants des 3 témoins assistés. Le deuxième, c'est que le délit de recel de cadavre n'est pas matérialisé. De plus, les infractions qu'on leur reproche, donc le recel de cadavre ou la non-assistance à personne en danger, sont prescrites. Je pense qu'il est essentiel de définir ce qu'est une prescription. Donc c'est d'après le Robert, le délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie. Et ici, l'affaire ayant eu lieu en 2006, il y a donc prescription. À la suite de ça, en 2015, l'enquête sera close à cause du non-lieu. Entre-temps, en avril 2018, le petit-fils du gendarme se suicide. Donc le principal suspect ne pourra plus jamais répondre à d'éventuels interrogatoires. La famille redéposera une plainte pour homicide volontaire en 2019 et elle sera classée sans suite à l'automne 2021. La sœur d'Ismaël, Myriam, déposera une autre plainte avec constitution de partie civile en 2021, mais cette plainte sera coupée par une ordonnance d'irrecevabilité en novembre 2021. Tous ces éléments donnent l'impression que l'affaire est volontairement bâclée et qu'on cherche à la faire disparaître des mémoires. Déjà, on peut se demander pourquoi l'interrogatoire des suspects a été aussi court. Comme je vous l'ai dit, le petit-fils du gendarme, celui qui a donc caché le corps déplacé puis enterré, n'a été interrogé que 10h30. Après cet interrogatoire de 10h30, il ne sera plus jamais entendu. Notre deuxième suspect, le complice, lui, ne sera interrogé que 2 heures et ne sera plus jamais interrogé. En plus de ça, je n'ai jamais vu un interrogatoire où le suspect a le droit de boire de l'alcool. Ensuite, on peut aussi se demander pourquoi, au lieu de s'arrêter au simple témoignage des suspects, ils n'ont pas été plus loin en cherchant à demander s'il y avait eu une bagarre ou une dispute, s'ils ne s'étaient pas entendus avec certaines personnes. Pourquoi se contenter de la version qu'on leur donne? Pourquoi, quand la juge d'instruction apprend que d'après l'autopsie, on ne trouve dans le squelette aucune trace de stupéfiant, elle ne demande pas à ce que le petit-fils soit interrogé pour être confronté à ce résultat? Aussi, pourquoi le cambrioleur qui a guidé les gendarmes vers le petit-fils du gendarme, donc qui a guidé les gendarmes vers le corps, ne sera lui aussi plus jamais entendu? De plus, pourquoi les autres personnes présentes à la fête ce soir-là n'ont jamais été entendues? En d'autres termes, pourquoi d'autres témoins n'ont pas été cherchés et questionnés? Autre chose, Myriam fera plusieurs fois la demande pour rencontrer la juge d'instruction qui refusera toujours de la recevoir. Finalement, en 2022, après l'acharnement de la sœur d'Ismaël, Myriam Abdelkader,
qui n'a jamais cessé de se battre pour la vérité, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire vient d'être jugée recevable par les juges de la cour d'appel de Colmar. Un nouvel élément aurait été ajouté à l'enquête, ce serait le témoignage d'une femme qui connaissait l'une des personnes impliquées dans le dossier, et Myriam, la sœur d'Ismaël, espère que grâce à ce témoignage, l'enquête pourra être rouverte et que sa famille et elle puissent enfin avoir des réponses. Je terminerai cette vidéo sur une phrase de Myriam, la sœur d'Ismaël, qui m'a marquée et que je trouve très véridique. Pensez-vous que si on avait retrouvé le corps du petit-fils d'un gendarme dans le jardin d'une famille dénommée Abdelkader, personne ne serait poursuivi? Sur ces mots, c'est ainsi que je finis cette vidéo, qui, je l'espère, aura une suite. Si l'enquête est réouverte et qu'on finit par avoir le fin mot de cette histoire, je ne manquerai pas de vous faire une partie 2 de cette vidéo pour vous tenir au courant. En attendant, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.